Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. J'imagine que la nuit a été tumultueuse et un peu mouvementée pour la plupart d'entre nous. On espère que le démarrage de cette matinée se fera en douceur pour nous tous en ce 4 mars 2019. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette journée qui commencera donc par notre magazine sur l'écran de Canal Algérie, bien sûr. Un magazine qui vous propose plusieurs thématiques ce matin. Nous parlerons entre autres de formation de la jeunesse à travers le 9e forum organisé par le groupe scolaire 9e forum dédié au métier et à l'orientation des jeunes, initié donc par le groupe scolaire Les Glycines, dont la présidente sera parmi nous ce matin pour de plus amples détails. Des détails, il y en aura aussi autour d'un autre événement qui sera abrité à partir de demain par le Palais de la Culture. Il s'agit d'une exposition qui sera consacrée au patrimoine immatériel africain. Et à cet effet, nous recevrons Slimane Hachi, directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, qui sera parmi nous ce matin. Donc, dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Mohamed Rebbah, un passionné d'histoire, qui nous parlera aujourd'hui de deux grands noms de la révolution algérienne, de martyrs également. Il s'agit de l'Arabi Ben Mehdi et de Fernand Yveton, qui ont travaillé de concert sous justement la houlette de la branche armée et la branche militaire de la zone autonome en pleine bataille d'Alger. C'était vers les années 56-57. Donc, évocation et hommage à ces grands martyrs de notre révolution. Ces deux noms qu'on n'oubliera jamais. Donc, voilà pour le principal des thématiques. Mesdames, Messieurs, dans un moment, nous retrouvons également Najma Hairesh pour un point d'actualité ainsi que l'invité de la partie news de ce magazine. Et puis avant, nous allons tout de suite retrouver Amel Laribi pour un point météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Pluie, soleil, pluie, soleil. C'était la chanson que chantait notre camera woman il y a un instant. Pluie au soleil. Elle voudrait de la pluie. Ah oui, elle est si on pouvait commander, mon Dieu. Bon, malheureusement. Alors, que nous disent un petit peu les cartes ce matin? Oui, c'est du soleil partout, quand il pleuvait. Il va pleuvoir du soleil. Il va pleuvoir du soleil. Partout, je vois le gros, voilà, le gros cercle du soleil jaune un petit peu partout. Voilà, exactement. Alors, on y va? Oui, allez-y, bien sûr. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura du soleil sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois de la brume et des nuages bas en ce début de matinée près des côtes ouest. Puis le soleil brillera de tous ses feux tout au long de la journée, à l'ouest, au centre, également l'est du pays. Au sud, excepté quelques voiles du Nord-Sahara vers les oasis, eh bien, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gard Tassili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables, parfois chaudes, avec toutefois un maximum de 25 degrés du côté de Rolizane, 24 à Chlef, 23 Oran, Tlemcen, Mascara, 22 à Alger, à Nabat, 21 à Tizi Ouzou, 19 degrés à Sétif, 19 également à Albeir, 18 Batna. Au sud, 24 degrés, Biskra, Gardaya, 26 Hassim Saoud, Ouargla, également Béchar, 29 à Tindou, Fadra, 27 degrés à Ilizi, 25 degrés Tamanrasset, Janet, 30 degrés à Insalah et le maximum toujours à Bodj, Bedjimourtal et Ingzam avec 32 degrés. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera plutôt partiellement nuageux à Dublin, Londres, Lisbonne, Madrid, Marseille, Rome, Athènes, Bucarest et Budapest. Les pluies seront bel et bien présentes à Copenhague, Berlin, Berne, Paris, Bordeaux. Nuageux à Varsovie. Le mercure affichera 8 degrés seulement à Copenhague et Dublin, 11 à Londres et Paris, 13 à Bordeaux, 8 à Berne, 17 à Prague, 16 degrés à Varsovie, 15 à Bucarest et Athènes, 17 à Rome, Marseille, Madrid, 16 degrés à Lisbonne, en passant par les 18 degrés à Budapest. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Le soleil était roi sur la carte relative à notre pays. En revanche, en Europe, c'est vraiment les nuages qui sont rois. C'est la grisaille. La grisaille un peu partout. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, très ensoleillée aussi. Ouais. Voilà, passez. Donc on vous retrouve midi, c'est ça? Midi, 19h. Voilà. Midi 19h, c'est aussi à l'occasion de deux rendez-vous avec l'actualité. Et tout de suite, justement, vous êtes étroitement liés à ces rendez-vous, oui. hein, Amel. Tout de suite, un autre point d'actualité avec Nejma Harj, tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans l'actualité, à Mila, le ministre de l'Industrie et des Mines procédera à l'inauguration d'une usine de mise en bouteille de l'eau minérale à Tadjnet avant d'inspecter des projets d'investissement dans la commune de Chelroumlaïd et de présider une rencontre avec les investisseurs locaux du chef-lieu de la Wilaya. À Indefla, le ministre du Commerce doit inaugurer le marché de fruits et légumes de Indefla Centre. Donc, il visitera à cette occasion l'exploitation d'un opérateur privé versé dans l'exportation de la pomme de terre. Et à Tébessa, le ministre des Moujahidines préside une cérémonie de réinhumation des restes des 20 martyrs de la Révolution exhumés en janvier dernier depuis un puits d'une grotte sur les hauteurs du mont Garet Snoun dans la commune de Boukhadara. Et à Guelma, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme donne le coup d'envoi d'une caravane de solidarité devant sillonner plusieurs communes de la Wilaya avant de visiter la maison des personnes âgées dans la commune de Hammam Dbar. Dans l'activité nationale est prévue aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi sur le nucléaire civil, suivi de débats et de réponses du ministre de l'Énergie. Inauguration prévue aujourd'hui du Salon international de la ventilation, le chauffage et la climatisation au Centre international des conférences à Alger. Une conférence de presse sera également organisée en marge de cet événement qui durera jusqu'au 7 du mois en cours. À Ouergla, séminaire sur l'intelligence artificielle et les technologies informatiques prévu à l'université de Qasdi Merbah, et à Tizi Ouzou, clôture de la 17e édition du festival culturel national annuel du film Amazir. Sur la scène internationale à Johannesburg, une délégation du Parlement algérien prend part du 4 au 9 mars, donc à partir d'aujourd'hui, aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain. Les participants examineront le thème les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes en Afrique pour des solutions durables aux déplacements forcés et débattront d'autres sujets tels que la lutte contre la corruption et le développement. Et à Islamabad, les relations entre l'Inde et le Pakistan restent tendues en raison du différend autour de la région disputée du Cachemire, où des échanges de tirs ont été enregistrés entre des paramilitaires indiens et indépendistes cachemires. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Une autre actualité, on en parlait hier, une journée d'information et de sensibilisation organisée par le ministère de l'Industrie et des Mines en vue de valoriser de la matière première générée par l'abattage des ovins et des bovins, notamment à l'occasion de Eid al-Adha, où l'Algérie subit chaque année une perte sèche faute d'organisation d'un système de collecte. Avec nous ce matin dans l'invité de la matinale pour en parler, Monsieur Morded Agoun, directeur PME à la direction générale au ministère de l'Industrie et des Mines. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Donc, pas moins de 2,5 millions de pots seront collectés cette année à travers les 48 wilayas. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. C'est vrai, cette année, par rapport à l'année passée, nous allons entamer une deuxième opération de collecte des pots pour l'année 2019, le sacrifice de l'Eid al-Adha 2019. Et cette opération va toucher l'ensemble des 48 wilayas.
À l'image de l'année passée, nous avons touché uniquement dans un cadre d'une opération pilote. Nous avons touché 6 wilayas. Et nous avons eu un objectif à atteindre, c'était 800 000 pots à collecter. Et nous avons dépassé cet objectif. Nous avons collecté plus de 960 000 pots, ainsi que plus de 400 tonnes de laine. Donc pour cette année, il s'agit de la généraliser suite à l'opération de l'année passée. Donc il s'agit, vous savez bien, pratiquement de toute l'Algérie, 40 wilayas, pratiquement 1541 communes, et tout l'espace de l'Algérie, 2,4 millions de kilomètres carrés. Donc il s'agit de bien organiser cette opération. Et à partir de l'opération qui, rappelons-le, se faisait d'une manière très informelle et anarchique, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous savez que depuis le temps, cette matière qui est la peau a été tout souvent jetée et non valorisée. Donc il était question qu'on la revalorise maintenant et à travers laquelle on essaiera de booster l'économie dans le cadre de la diversification nationale de l'économie nationale et de booster aussi la filière cuir, qui est vraiment une filière très importante pour notre économie. La filière cuir, qu'il faut-il le rappeler, a connu ses plus belles années. C'était une industrie très en plein essor durant les années 70, n'est-ce pas? Effectivement, la peau nationale, la peau de notre économie, la peau était vraiment une matière très importante, un produit très important, un produit qui coûtait cher au niveau international. Donc il est question de la revaloriser, il est question de la rebooster, il est question maintenant de la redynamiser à travers un dialogue privé-public, parce que vous savez bien que la transformation se fait à travers des opérateurs intervenant dans la filière cuir, à partir des tanneries. Donc c'est pour cela que nous allons, à travers la journée de sensibilisation hier, qui a été présidée par M. le ministre de l'Industrie et des Mines, et a regroupé l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir dans cette opération, notamment le ministère de l'Intérieur, notamment le ministère de l'Environnement, les affaires religieuses et WACF, l'agriculture, la santé, la jeunesse et sport, l'éducation nationale, parce que vous savez bien qu'à travers le plan d'action qu'on va entamer, on va toucher l'ensemble des catégories des citoyens, notamment les jeunes, notamment les enfants au niveau de l'éducation nationale, donc la formation professionnelle. Donc il est question maintenant de sensibiliser toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes à qui puissent intégrer cette opération. Et quels seront les objectifs fixés pour cette année? Cette année, vous savez bien, l'année passée, c'était 800 000. Cette année, on a pas moins de 3 millions de pots à collecter et on essaiera d'avoir aussi une qualité, c'est-à-dire d'améliorer le taux de qualité à travers la peau saine. On essaierait d'avoir la peau saine, c'est-à-dire la peau qui sera bien dépecée, qui ne sera pas blessée, etc. Et à ce moment-là, un dispositif d'intervention sera mis en élaboration à travers le plan d'action pour pour former les gens, pour essayer de les aider à bien dépecer, c'est-à-dire avoir une peau saine. Vous savez bien pendant l'Aïd al-Adha, chaque Algérien souhaiterait faire le sacrifice chez lui. Donc on essaiera, nous, même s'il le fait chez lui, il faut qu'il le fasse de manière à ce qu'on puisse avoir une bonne qualité de peau en fin de compte. Afin que la peau soit salée, bien salée. Vous savez aussi bien que moi que l'Aïd il sera en mois d'août. Tout à fait. En plein chaleur, en pleine saison estivale. Donc, il est question de bien la traiter. On va revenir, Monsieur Mourdet, sur la collecte organisée l'année passée qui a connu un franc succès. Donc, comment s'est organisée cette collecte? Est-ce qu'il y avait des circuits bien organisés? Est-ce que c'était du porte-à-porte? Est-ce que c'était des entreprises? Comment ça s'est passé réellement? Oui, l'année passée, nous sommes focalisés sur deux aspects essentiels. Premièrement, c'était l'aspect communication, sensibilisation. Nous avons entamé une large campagne de sensibilisation vis-à-vis des citoyens à travers tous les réseaux, médias lourds, la presse écrite, surtout les réseaux sociaux, d'un côté, et à travers aussi un plan d'intervention, un dispositif d'intervention sur terrain pour les 6 wilayas qui ont été désignés comme wilayas pilotes où ils se trouvent des tanneries. Donc ce plan d'intervention était très simple. Donc il était question d'indiquer aux citoyens les places
qu'on appelait les sites de proximité de dépôt de la peau. Lorsqu'il termine son sacrifice, il les met là où il est indiqué, au niveau local, soit au niveau des quartiers ou bien au niveau des mosquées. Au niveau surtout des mosquées. Et on a aussi élaboré un dispositif de transport pendant les horaires les deux jours de l'Aïd, pour que les transporteurs acheminent ces pots déjà collectés au niveau des points de proximité locaux vers des sites d'entreposage identifiés au niveau du village. Nous avons aussi les avons retraités encore une fois à travers de la main-d'œuvre et à travers les professionnels, notamment les tanneurs et les collecteurs qui nous ont aidés très énormément. Et nous avons ensuite acheminé ces pots vers les tanneries et vers les unités de transformation des pots. Donc c'était un dispositif qu'on essaie cette année de l'améliorer. Parce que vous savez bien, nous avons fait une petite évaluation à travers ce domaine. Et tout ce qui a été retenu comme contrainte, on essaye de l'améliorer. Tout ce qui a été retenu comme point fort, on essaie de les améliorer encore une fois. Donc on essaie un petit peu de rendre les contraintes en avantage économique en termes. Et la plus importante chose que je dois signaler, c'est qu'il y avait une adhésion très importante et très forte des citoyens. Ils ont tous compris et ils ont vraiment adhéré à cette démarche de manière très élargie, très franche. Vraiment c'est pour ça qu'on a pu collecter le maximum. Et je crois que cette année, ils sont en train d'attendre aussi, et c'est pour ça qu'on entame cette opération cette année. Et en parallèle, nous allons entamer aussi la collecte de la laine. Tout à fait. Justement, j'allais en parler. Donc, notre cuir, de par sa qualité, mais aussi la laine pour d'autres activités économiques. Oui, effectivement, la laine, c'est une matière très importante. Et vous savez bien que, généralement, la laine est totalement exportée. C'est une matière à travers laquelle on ramène des devises fortes. Et nous allons entamer vraiment une opération en parallèle pour la collecter. Donc, il y a un circuit... parce que la peau, il y a deux types de peau. Il y a la peau qui est saine, donc et qui sera transformée, soit en produit semi-fini pour qu'elle soit exportée, soit transformée en produits et articles pour la consommation locale. Pour la laine, effectivement, il est question de la traiter de manière très sensible, de la traiter et d'essayer de l'exporter. Donc nous allons aussi, dans le cadre du plan d'action, organiser un dispositif en parallèle de celui de la peau pour qu'on puisse collecter au minimum 2000 tonnes cette année, Inch'Allah. Bien sûr, et qui dit relance d'une filière, voire une activité économique, dit création d'emplois directs et indirects, n'est-ce pas, Monsieur Mourded? Effectivement, lorsqu'on parle de cette filière, donc on parle des infrastructures, c'est des entreprises créatrices de richesses, donc créatrices d'emplois. Et à ce moment-là, dans le cadre du dispositif aussi, on souhaiterait que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait adhérer, on a fait participer l'ensemble des acteurs, y compris ceux du ministère du Travail, à travers l'ANSEJ et à travers la CNAC, parce qu'ils pourraient nous aider à travers la création de micro-entreprises qui seront chargées aussi bien, parce que l'opération n'est pas conjoncturelle par rapport à l'Aïd. Ça serait une opération qui sera vraiment durable dans l'année. Donc l'entreprise qui sera créée dans ce sens, donc elle sera créée, dédiée pour qu'elle puisse vraiment collecter de la peau, faire de l'abattage, parce que c'est très important. Vous savez bien que nous avons un petit problème, une contrainte, j'allais dire un nombre très limité des abattoirs, et le citoyen souhaiterait bien qu'il procède au sacrifice au niveau de l'abattoir pour qu'il puisse avoir une carcasse bien dépouillée. Donc, mais les abattoirs sont le nombre est limité. Donc, on essaie à travers cette opération, pourquoi pas, de trouver des micro-entreprises. Ou bien d'orienter des jeunes porteurs de projets. Dans le cadre de la sensibilisation d'hier. Donc, nous avons invité ces dispositifs et ils sont prêts à travers le lancement de cette opération et y compris la formation professionnelle pour former des sacrificateurs.
pour qu'on puisse trouver j'allais dire, de la main-d'œuvre entre guillemets, pour qu'elle puisse procéder au dépeçage de la peau, et ce sera une peau saine, etc. À travers des abattoirs, je vais dire, temporaires, bien, je vais dire mobiles, qui sont plus en proximité dans les cités, beaucoup plus que des abattoirs qui se trouvent au niveau de... Donc c'est vraiment, c'est une filière qui pourra vraiment booster la création d'emplois et la création de richesses. C'est-à-dire grâce aux PME, cette activité sera mieux organisée, selon oui, effectivement. vous, en matière de collecte, récupération, traitement, jusqu'à l'acheminement aux tanneries. Effectivement. Selon votre ministère, Monsieur Mourded, c'est un trésor, une fortune qui dépasse les 20 millions de dollars en matière d'exportation. Oui, effectivement. Si vous remarquez un petit peu, parce que la peau, généralement, elle n'est pas vendue, elle n'est pas vendable. Lorsque le sacrificateur fait son sacrifice, il ne peut pas vendre. Donc, elle est généralement jetée. Et pourquoi pas la revaloriser? Donc, à ce moment-là, si on fait une petite opération de calcul, une fois cette peau est collecté, bien traité, collecté, traité en aval, en travers des tanneries, ça sera une richesse. Et si vous allez faire un petit calcul, c'est à 1 euro seulement la peau, et vous allez retrouver 2 500 000 euros par année, uniquement pour l'opération d'aide. Donc c'est vraiment une perte sèche qui est jetée donc dehors. Donc on souhaiterait bien qu'elle soit revalorisée et qu'elle soit prise en charge, et que le citoyen et l'économie algérienne en bénéficient, Inch'Allah. Et pourquoi ce regain d'intérêt l'année dernière? On aurait pu y penser depuis pas mal d'années. Oui, vous avez raison. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises, et j'ai toujours répondu que mieux vaut tard que jamais. Donc l'essentiel, alhamdoulilah, l'essentiel, c'est qu'on commence. Et l'année passée, c'était pour 6 wilayas. Donc on a fait un saut qualitatif en termes et quantitatif en termes pour 6 à 48 wilayas. Et au passage, nous allons prendre aussi le Sud. C'est un problème les wilayas du Sud. Vous savez, il y a une spécificité des wilayas. Donc on essaie de leur proposer un plan d'action spécial Sud. Donc il est question de toucher. On souhaiterait que cette année, Inch'Allah, ce sera une réussite. Et à partir de cette année, on va booster encore cette filière, et on va créer j'allais dire des entreprises ou bien des clusters, des groupements d'intérêt économique pour ces clusters, pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge cette filière, et à ce moment-là, ne pas laisser cette richesse que vous avez citée partir en fumée. En tout cas, c'est une activité qui paraît très intéressante, notamment au niveau des wilayas frontalières, justement parce que tout le trafic se faisait au niveau des frontières algériennes, soit du côté est ou bien ouest, donc des contrebandiers qui s'adonnaient à cette activité, qui revendaient d'une manière informelle les peaux de moutons, notamment à la période de l'Aïd. Est-ce que, à votre avis, avec la campagne de sensibilisation, ça va voir à la baisse cette activité? Les pouvoirs publics ne sont pas en train d'encourager ce genre de choses. Les pouvoirs publics sont en train d'encourager le formel. Donc on souhaiterait, à travers cette opération, intégrer et faire intégrer l'ensemble des jeunes, l'ensemble des intervenants dans ce sens, qui soient organisés à travers des entreprises, ou bien à travers des canaux bien organisés, notamment le cluster que je viens de citer tout à l'heure. Et à ce moment-là, on essaiera d'éviter ce genre de pratiques qui ne sont pas bien pour notre économie. Peu recommandable, surtout. Voilà. En tout cas, on aimerait bien savoir quelle valeur financière, notamment, ça a apporté, quels ont été les fruits de la campagne de sensibilisation 2018 en matière, c'est-à-dire financièrement parlant, qu'est-ce que ça a apporté à notre économie? Pour l'année 2018, c'était une opération pilote. Notre objectif n'était pas expérimental. N'était pas aussi bien commercial ou bien économique qu'on le pense. Mais vous avez dit 900 000 pots récupérés, oui, ça a servi à quoi? Je parle de l'opération. Oui. Mais ce que nous avons gagné comme avantage aussi, c'est que nous avons eu, à travers ces wilayas, un climat propre, des quartiers beaucoup plus propres
qu'on avait toujours vu. Et ces avantages, lorsqu'on essaie un petit peu de les valoriser, imaginez-vous un petit peu, lorsque la peau elle se trouve au niveau des quartiers, il y aura des odeurs, il y aura à ce moment-là, ça va peser sur un petit peu le coût de la santé de la personne. Donc on a gagné dans ce sens. On a eu, peut-être on n'a pas eu de malades touchés par cette opération. Donc économiquement parlant, c'était une opération très très réussie et surtout en termes d'adhésion du citoyen. Parce que le citoyen, vous savez, au début du contexte, au début de l'opération, le citoyen il s'est toujours posé la question pourquoi on jette cette peau, donc à ce moment-là, à partir du moment où on avait commencé, eh bien, tous les citoyens, surtout les maires, surtout les vieux, les jeunes, tout le monde se sont vraiment ravis de cette opération. Donc je vois que si on veut donner une valeur à cette opération, je crois que ce sera vraiment très important comme chiffre. Pourquoi pas, à votre avis, un retour d'anciennes entreprises nationales en cuir, en tannerie comme... Oui, pourquoi pas, parce que la journée d'hier, c'était une journée de sensibilisation. On avait réuni l'ensemble des acteurs, et bien, il y avait les recommandations des ateliers. Il avait été question un petit peu de réorganiser cette filière à travers aussi bien les entreprises que, pourquoi pas, avoir des entreprises comme il était dans les années 70, les années vraiment, des années belles du entre-cuir. Oui. Et effectivement, pourquoi pas, il est question de bien réfléchir sur cette opération. De faire adhérer surtout le secteur public parce que c'est une activité qui est prise d'assaut par les opérateurs privés. Donc, pourquoi pas relancer des entreprises publiques qui existaient déjà. Les unités sont encore là, monsieur? Oui, en infrastructure, des infrastructures existent toujours. Maintenant, il est question de l'avoir parce qu'il est temps maintenant. Il est temps, dans la situation financière dans laquelle vit notre pays, il est temps de trouver d'autres ressources. En substitution des importations et en substitution des prix des hydrocarbures. Donc il est temps. Donc il y a lieu de trouver toutes les filières, toutes les activités qui pourront nous apporter des choses. Pourquoi pas revenir à cette option qui est vraiment... Tout à fait, Monsieur Agoun. En tout cas, c'est l'occasion pour vous de lancer votre message à cette occasion aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire à quelques mois de Eid al-Adha? Ce que je voulais leur dire déjà au début, donc au nom de notre ministère, au nom de Monsieur le ministre, on les remercie infiniment pour l'opération de l'année passée et on souhaiterait qu'ils adhèrent activement, surtout au niveau des 48 wilayas. Entre guillemets, l'année passée, nous avons eu des citoyens des autres wilayas qui n'étaient pas intégrés dans les 6. Ils ont voulu vraiment participer. Donc nous savons qu'ils attendent toujours de nous ce message. Donc à travers ce plateau, je dirais que le citoyen vraiment est conscient de ce qui l'entoure et il est conscient de cette richesse qu'on ne doit pas la laisser perdre comme ça. Donc il est question de la revaloriser, de la prendre en charge. Maintenant, le secteur, un secteur doit la prendre en charge aussi bien privé que public. Donc quelque part, elle doit être traitée en aval, en finalité, et ça sera pour le bien. Donc, à travers cela, donc, je suis certain que les citoyens seront vraiment avec nous, comme l'année passée, où, Inch'Allah, ils seront avec nous beaucoup plus, ils seront plus actifs, parce que cette année, le dispositif sera plus participatif. Au niveau local, il y aura de la société civile à travers les associations, des scouts, des associations des citoyens, des quartiers, du comité de quartier, Souboul Khairat, et tout le monde sera vraiment sur terrain, parce que c'est le terrain qui... Et Inch'Allah, vraiment, on va réussir cette opération avec eux, Inch'Allah. Inch'Allah, donc je rappelle que cette année, vous comptez toucher les 48 wilayas du pays. Effectivement. Pour un chiffre de combien de pots on souhaiterait avoir
peut-être, pourquoi pas, 3 millions de pots à collecter et une pot saine beaucoup plus importante que l'année passée. Destinée exclusivement à la production ou à l'exportation? Les deux. Et au passage, que l'année passée, il y a eu une très grande quantité qui a été utilisée au niveau des tanneries, notamment publiques, et vraiment elle a fait l'objet d'une transformation qui a fait l'objet d'une vente au niveau des institutions publiques. Tout à fait. On ne peut que s'en féliciter déjà d'avance de ce que vous allez entreprendre. On rappelle juste que cette diversification économique qui entre dans le cadre d'une stratégie nationale mise en place par le pouvoir en vue de relancer l'économie nationale. Monsieur Hagoun, merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Radia, c'est à vous. Merci beaucoup Nejma et merci également à votre invité de cette matinée. Donc tout de suite, nous allons faire immersion en plein patrimoine africain avec l'invité qui va suivre. Mais avant, parlons un petit peu du patrimoine local où nous allons découvrir, grâce à Saïda Mayouf, un des pans de notre héritage. Il s'agit des Djedar. À tout de suite. Nous sommes sur les hauteurs à l'ouest de Medroussa, dans la région de Frenda, au lieu dit Tousnina. Un lieu d'une importance culturelle de taille et pour cause, il comprend 13 pyramides funéraires appelées communément Djedar, réparties en 3 groupes et s'intégrant parfaitement au milieu de ces plaines verdoyantes. Ces tombeaux démontrent tout un rituel d'enterrement dans le royaume berbère sur les 13 Djedar. Et vous trouvez à l'intérieur de cette pyramide principale 8 chambres funéraires et un escalier de 7 marches menant à l'intérieur du mausolée. Ces pyramides aux formes carrées plus arrondies sur les hauteurs, situées sur les collines du mont Lakhtar et remontant au 5e siècle, vous content tant d'histoires sur tout un mode de vie ancien. Pour accéder aux pyramides du Djbel Lakhdar et celles du Djbel Arwi, nous avons tracé toute une route qui n'existait pas auparavant. Et nous comptons également préserver ces lieux par l'installation d'une clôture protectrice. Les visiteurs avides de connaissances et en arrivant sur les lieux sont ravis de trouver les représentants de la direction de la culture. Une profusion d'informations leur a été fournie. Nous sommes de la région de Souguer et entre amis, nous avons décidé d'une sortie enrichissante sur le plan culture générale et nous sommes très ravis de cette découverte. Les pyramides de Tousnina, classées patrimoine national en 1968, constituent un véritable joyau archéologique pour la région de Tiaret. Après ce petit voyage au niveau de Tiaret, donc pour découvrir les Djedar, nous allons parler actuellement et tout de suite avec notre invité suivant du patrimoine culturel africain. Bienvenue à Slimane Hachi, professeur Slimane Hachi. Bonjour madame. Bienvenue dans notre matinale. Vous êtes actuellement, vous dirigez, donc vous gérez le centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique de catégorie 2. Ça, vous me l'expliquerez tout à l'heure, n'est-ce pas? Très bien. Bienvenue en tout cas. Ce centre est né récemment, il est sous l'égide de l'UNESCO, Oui. si j'ai bien compris. Oui. On peut le présenter succinctement? Merci madame. Oui, c'est un centre qui démarre, qui a suivi son processus de création, parce que c'est un centre à la fois national et international, qui est sous l'égide de l'UNESCO, et ça suit un certain nombre d'étapes pour sa mise en œuvre. Et ce centre a été créé, on a réfléchi après le second festival culturel panafricain au ministère de la Culture. Nous avions à l'époque réfléchi, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour capitaliser cette expérience,
pour la mettre en solidarité avec les pays d'Afrique. C'est vrai que nombreux étaient les pays africains à saluer cette initiative, donc fédératrice de l'Algérie, qui est actuellement le plus grand pays d'Afrique, il faut le souligner. Oui, oui, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est un chantre du panafricanisme, c'est un pays du Sud, parmi les militants des pays du Sud en faveur de l'économie, de la culture, du bonheur et de la paix dans les pays du Sud. Donc ce centre vient tout naturellement. On a demandé à l'UNESCO, n'est-ce pas? Alors l'UNESCO possède des statuts comme ça, des possibilités de création de centres qu'on appelle de catégorie 2. De catégorie 2, cela veut dire qu'ils sont hébergés par un pays qui le demande et ils travaillent dans le cadre des objectifs stratégiques de l'UNESCO. Donc l'UNESCO leur permet à ces centres-là de travailler en dehors de leur pays, sous le couvert et dans le cadre des relations de ce pays avec l'UNESCO. Alors ce centre, évidemment, donc il a fait l'objet d'un accord de création entre le gouvernement algérien et la directrice générale de l'UNESCO, qui a été conclu, signé en 2014 par Madame la ministre de la Culture et la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova. Et cet accord a été ratifié par le président de la République en décembre 2015. Donc depuis cette ratification, nous œuvrons à la mise en œuvre de ce centre. Et aujourd'hui, vous allez donner de la visibilité à différentes facettes culturelles africaines à travers une très belle exposition que vous lancez prochainement. D'abord, il y a un événement, c'est que ce centre, qui est administré par un conseil d'administration international, donc le 5 mars, on aura la première session de ce conseil d'administration, qui est présidé par le ministre de la Culture, qui est composé d'experts algériens, mais il est également composé de représentants de sous-régions du continent. Pour l'Afrique du Nord, nous aurons la Tunisie qui représentera l'Afrique du Nord. L'Afrique de l'Ouest, ce sera le Mali. L'Afrique de l'Est, ce sera l'Éthiopie. L'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Et l'Afrique australe, c'est la Namibie. Donc demain, à 10h, le président de ce conseil d'administration ouvrira la première session de ce centre en présence du représentant de Madame la directrice générale de l'UNESCO, qui est Timothée Curtis, qui est secrétaire à la Convention de 2003 de protection et de sauvegarde du patrimoine immatériel. Donc l'installation et le démarrage effectif de ce centre sera signifié par l'installation et le démarrage des travaux de ce conseil d'administration. Ça, c'est pour le 5. Qui coïncidera également avec cette exposition. Voilà. Et dans l'après-midi, à 16h, le conseil d'administration, le corps diplomatique accrédité à Alger, un certain nombre de personnalités, des invités, nous allons le ministre de la Culture et le représentant de la directrice générale procéderont au vernissage de cette grande exposition qui aura lieu au Palais de la Culture et qui durera 3 mois au moins. Peut-être qu'il sera Ça laissera prolongé. le temps au public de découvrir. À nos concitoyens et à tous les touristes et visiteurs de venir voir cette belle exposition qui représente donc dans cette expo, nous avons mis tous les éléments du continent classés sur les listes du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Très bien, et vous l'avez intitulé donc Héritage culturel immatériel en Afrique. Oui. C'est bien cela. Voilà, c'est parce que comme vous le savez, la culture, ça repose sur 2 piliers. Le premier, c'est les héritages. C'est ce que nous avons hérité, la culture héritée, cultural heritage en anglais, patrimoine culturel en français, mais patrimoine ne dit pas tout. Et Mawrouth Thaqafi en arabe. Oui. Donc voilà, les objets de cette exposition, il y aura les éléments classés par les pays. Donc il y a 27 pays
qui ont classé des éléments sur les listes du patrimoine de l'humanité. Et au bout du voyage, au bout de la visite, on aura vu de l'Afrique tous ses savoir-faire, ses poésies, ses danses, ses chorégraphies, ses visites, ses pèlerinages. Justement, voilà, je voulais justement expliquer davantage avec vous ce à quoi correspond l'expression patrimoine immatériel et ce qu'on peut trouver justement. Ça Oui. Il y a différentes facettes. Voilà, c'est ça le patrimoine immatériel. La Convention de 2003 le définit très bien. La Convention de 2003 dit que le patrimoine culturel immatériel est constitué d'expressions, de représentations, de systèmes symboliques, de traditions, de savoir, de connaissances, d'événements festifs, de rituels, de connaissances liées à la nature, liées à l'univers, de connaissances liées au rapport à l'autre, au rapport à l'invisible. C'est tout cela le patrimoine, la poésie, les chorégraphies, les visites au saint, les pèlerinages, c'est tout cela le patrimoine immatériel. Mais ce qui est important dans le patrimoine immatériel, c'est que c'est ce qui est transmis de génération en génération et c'est ce qui procure aux gens, aux populations, aux communautés, dit la Convention, aux groupes, aux individus, un sentiment d'identité et de continuité. Pas seulement d'identité figée, arrêtée, mais également un sentiment de continuité. De continuité, parce que c'est quand même révélateur de la culture d'un peuple ou d'une population. Oui, le patrimoine immatériel est constamment recréé. Vous n'assistez jamais deux fois au même mariage. Non. Vous n'assistez jamais deux fois au même rituel. La Sbeiba n'est jamais la même chaque année. Voilà, bien sûr. Elle est différente selon les danseurs, selon les tenues. Donc elle est à chaque fois recréée. Elle rassemble en son sein cette extraordinaire possibilité d'hériter et de transformer les héritages. C'est cela l'identité. L'identité, en fait, c'est ce qui transforme les invariants. Hein. Tout à fait. Il y a de l'invariant, il y a de la transformation. Mais il faut, vous parlez de transformation, mais il faut quand même ces marques d'authenticité pour identifier tel ou tel. Oui. C'est-à-dire que pour accéder à sa place parmi ces listes, il faut avoir quand même une authenticité. Oui, l'UNESCO n'aime pas beaucoup ce terme d'authenticité. En fait, J'aurais voulu trouver un meilleur, mais bon, pour l'instant, c'est celui qui me vient. Oui, c'est ce qui est pratiqué et transmis de génération en génération. Donc quelque chose qui a une profondeur historique, qui a une continuité, c'est-à-dire une pratique, et qui jouit de certains éléments de recréation. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne se promène jamais deux fois au bord du même fleuve. Vous avez le lit du fleuve qui peut être le même, mais l'eau qui circule dans ce fleuve n'est jamais la même. On ne se promène jamais deux fois au bord du même fleuve. C'est cela le patrimoine immatériel. Et ce patrimoine immatériel mis en valeur lors de cette exposition qui débute demain au Palais de la Culture, Moufti Zakaria, donc il va nous raconter l'histoire d'un élément par pays. Ils sont au total 28 pays à avoir inscrit donc un patrimoine dans ces listes donc gérées par l'UNESCO. Sauf pour l'Algérie qui va exposer tous ces Plus éléments. oh là là, c'est du piston, ça. Non, mais ces pays organisateurs, ces pays qui reçoivent, qui accueillent, donc ils se présentent par ces éléments culturels. Nous accueillons avec bonheur, honneur et privilège les pays d'Afrique qui ont des éléments inscrits. Alors cette exposition se déroulera comment? Nous avons pour chaque élément culturel classé du patrimoine immatériel classé par l'UNESCO, nous avons un grand panneau photographique où on a des éléments photographiques visuels. Nous avons du texte qui explique, qui disent ce que c'est que cet élément-là. Dans des audio-guides, vous pourrez écouter davantage d'explications, et tout cela dans trois langues. Donc l'arabe, le français et l'anglais, et qui sont les langues des langues de l'UNESCO. Au bout de chaque sous-région, vous avez une petite salle de projection où vous pourrez voir
documentaire sur les éléments dont vous venez de voir les photographies. Oui. Et évidemment... dont la source, bien sûr, est toujours l'UNESCO, donc à l'effet de leur classement en général. Bien sûr. Ce sont des informations, des documents iconographiques. Pas très long, donc on peut très bien s'asseoir, prendre une pause, on peut s'asseoir, 10 minutes, écouter, découvrir et voyager. voir un film, un documentaire de 9 à 10 minutes pour chaque élément. On peut revenir, n'est-ce pas, parce que cette exposition est structurée vous avez une partie qui est l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique orientale. Donc vous pouvez visiter aujourd'hui l'Afrique occidentale, on va dire, et demain, revenir demain pour voir l'Afrique orientale, quoi. Voilà, prendre son temps. On a 3 mois devant nous pour découvrir cette belle exposition. Et vraisemblablement davantage. On peut peut-être donner quelques indices par rapport à la participation algérienne. Certainement qu'on va retrouver la Sbeiba. Oui, bien sûr, il y a les 7 éléments classés sur les listes de l'UNESCO, que tout le monde connaît maintenant, j'espère. Les 7 éléments qui sont l'Ahlil, le Rakb, le costume féminin de Ahlil, donc dans la région de Timimoun, du Bouhara. Le Rakb dans la région de Beyaz, au Letsidchir. La Sbeiba qui est une survivance donc, de l'héritage touareg. C'est pas une survivance, c'est une pratique. C'est quand même une pratique qui continue, qui se perpétue à très ancienne, oui, très ancienne, qui est très chamarrée, très belle, etc. Très festive. Donc c'est à Djanet, c'est dans le sud-est. L'Imzad que nous avons classé avec le Mali et le Niger parce que c'est un patrimoine partagé. Les Kiyalilma qu'on a inscrit l'année dernière, ce sont les mesureurs d'eau. Et à ce titre, je voudrais annoncer qu'il y a un grand événement organisé par l'UNESCO au printemps prochain, en mai prochain, sur un thème qui a été choisi qui s'appelle la culture et l'eau. Ah, très bien. Voilà. Les Fougara vont être à l'honneur. Voilà. Et dans cette manifestation, un des emblèmes de l'UNESCO sera ce qui est l'INLMA, qui sera vraiment mis en avant par l'UNESCO comme exemple de gestion du peu. De gestion de la pénurie, de gestion rationnelle, parcimonieuse, calculée, intelligente de la répartition de l'eau des Fougara. Ça fait partie des enjeux justement de l'avenir de la planète. Ça fait des enjeux planétaires. L'ONU s'inquiète beaucoup et tous les organes, tous les grands organes internationaux qui sont sous l'égide de l'ONU. Comme l'UNESCO. Vous parliez à l'instant donc d'un travail qui a été donc élaboré de concert pour le classement de l'IMZAD. Il y a eu aussi des travaux qui ont été menés justement à l'échelle maghrébine, notamment par rapport à un patrimoine qui nous est cher, un patrimoine culinaire. Bien sûr, évidemment. Lié à la nature. Voilà. C'est une connaissance liée à la nature, qui est le couscous, tout à fait. Le couscous, qui est un mets très très ancien, qui remonte vraisemblablement à la préhistoire. Et je ne le savais pas, moi. Mais sûrement, au moins au règne de Massinissa. Ce couscous est partagé par les populations depuis la Tripolitaine, la région de Tripoli, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc il englobe évidemment la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Alors, à l'initiative de l'Algérie, le ministre de la Culture a écrit à ses homologues du Maghreb pour leur demander d'envoyer des experts à Alger pour monter ce dossier. Ce qui fut fait. Les collègues sont venus à Alger, marocains, tunisiens, mauritaniens. La Libye, nous espérons qu'elle va nous rejoindre. Nous nous sommes réunis à Alger et à l'unanimité, ces pays, Tunisie, Maroc, Mauritanie, ont désigné l'Algérie pour coordonner ce dossier. C'est un immense honneur, c'est un privilège, c'est une charge, c'est du boulot. Nous savons y faire, mais nous espérons pouvoir être à la hauteur de cet honneur que les pays nous ont confié. On l'espère, en tout cas, le couscous, ce mets traditionnel qui gagne en autorité à travers le monde, parce que vraiment, il est universel. Il est dans les tables et dans les menus universels actuellement. Il est universel. Écoutez, les choses, il y a deux choses. Il y a les éléments qui font partie du patrimoine et qui deviennent, pour d'autres, des éléments qui vont faire partie de la création. Vous savez, le reggae
est international, le reggae est mondial, mais il fait partie du patrimoine de la Jamaïque. Hein. Personne ne pourra vous dire que le reggae ne fait pas partie du patrimoine culturel immatériel de la Jamaïque. Mais la Jamaïque le partage avec l'humanité entière. Aujourd'hui, vous pouvez créer à Alger un groupe de reggae. Oui, tout à fait. Mais tout en sachant que ça fait partie de l'héritage culturel de la Jamaïque. Jamaïcain. Ben, le couscous, c'est pareil. Le couscous est consommé à Moscou, à New York, à Paris, à Addis Abeba, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mets tire ses origines, tire sa tradition, tire sa pratique de ces pays qu'on appelle le Maghreb depuis la fin de la Tout comme le reggae, quelque part, tire ses sources, on dira, ou plutôt ses racines, ses roots viennent certainement d'Afrique, moi je le sens. Oui, certainement. En tout cas, je suis que profane. Certainement, mais là où il a été pratiqué, transmis dans sa forme de génération en génération, c'est en Jamaïque, bien sûr. Et en tout cas, là, on aura l'occasion de découvrir plusieurs pans de l'art, je dirais bien, plutôt de la culture, des cultures africaines à travers cette exposition dont on va rappeler quand même le rendez-vous, si vous permettez, Monsieur Hachi. Oui. Donc c'est au Palais de la Culture, au Palais Moufdi Zakaria. L'ouverture, donc le vernissage se fera le 5 mars, c'est-à-dire demain après-midi, vers 16h. Et cette exposition durera au moins 3 mois, donc au moins 3 mois, au moins du 5 mars au 5 juin 2019. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes le professeur Hachi, donc Slimane Hachi. J'essaie juste de ne pas transformer ou me tromper sur la fonction. Vous êtes actuellement directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, en catégorie 2, donc sous l'égide de l'UNESCO. Et merci de nous avoir permis d'avoir autant de détails sur cette exposition que nous visiterons et que nos caméras suivront de très près certainement. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Hachi. Donc, évocation ce matin, mesdames, messieurs, nous allons revenir sur le martyr de l'Arbi Ben Mehdi puisqu'il est décédé un 4 mars en l'an 1957. Donc, un passionné d'histoire va nous rejoindre dans un moment pour une évocation du martyr de l'Arbi Ben Mehdi, mais également celui de Fernand Yveton. Restez avec nous, s'il vous plaît, après justement ce portrait du martyr, l'Arbi Ben Mehdi, signé Nedjma Harash. Mohamed l'Arbi Ben Mehdi est né en 1923 dans la région de Ain Mlila, à l'est du pays. Dès l'âge de 6 ans, il est inscrit à l'école primaire de son village natal, qu'il quittera une année plus tard afin de poursuivre ses études à Batna, jusqu'à l'obtention du certificat de fin d'études. En 1939, il entame des études secondaires à Biskra, où il adhère également aux scouts musulmans algériens. Il travaille par la suite dans l'administration en qualité de comptable au service du génie civil. En 1943, l'Arbi Ben Mehdi s'installe à Constantine, où il est influencé par les enseignements de l'association des Oulémas et adhère quelque temps plus tard au mouvement des Amis du Manifeste de la Liberté, créé à l'époque par Farhat Abbas, et participe ainsi au congrès de mars 1945. L'Arbi Ben Mehdi adhère également au Parti du peuple algérien qui revendiquait l'indépendance de l'Algérie. Au lendemain des manifestations et des massacres du 8 mai 1945, l'Arbi Ben Mehdi est arrêté et incarcéré dans la prison de Constantine durant 4 mois. Ces événements l'ont plus que jamais motivé dans son engagement politique. À sa libération, l'Arbi Ben Mehdi poursuit ses activités révolutionnaires au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et de l'organisation spéciale. L'Arbi Ben Mehdi multiplie alors ses activités afin d'éveiller les consciences à la cause nationale, tout en pratiquant le théâtre engagé. Avril 1954, Mohamed l'Arbi Ben Mehdi participe à la constitution du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, dont il devient l'un des 22 membres et qui donnera naissance au FLN. Il quitte alors
le Constantinois pour Alger, puis Oran pour prendre le commandement de la 5e région jusqu'en 1956. Il est désigné après membre du Conseil national de la Révolution algérienne à l'issue de la première réunion qu'il a présidée au congrès de la Soumam. L'Arbi Ben Mhidi est élevé au grade de colonel, membre du CCE, comité de coordination et d'exécution. Il est aussi le responsable de la zone autonome d'Alger. Il œuvre à la consolidation des groupes patriotes des Fidaïn. C'est l'un des principaux initiateurs de la grève générale de 8 jours en janvier 1957. Se lance à sa recherche la police française quadrillée par des milliers de parachutistes. Malheureusement, le 23 février 1957, l'Arbi Ben Mhidi est arrêté dans cet appartement de l'avenue Debussy par les hommes de Bijar où il se trouvait de passage. Longuement interrogé, puis horriblement torturé, l'Arbi Ben Mhidi tombe au champ d'honneur dans la nuit du 3 au 4 mars en 1957, après avoir donné une leçon d'héroïsme à ses bourreaux alors qu'il n'avait que 34 ans. Sur les circonstances de sa mort, l'armée française parle d'un suicide. Mais en réalité, l'Arbi Ben Mhidi a longuement résisté aux différentes pratiques de torture. La bravoure du leader du FLN a impressionné ses amis comme ses ennemis. 30 années plus tard, le para Allaire dira « J'aurais aimé avoir un patron comme lui à mes côtés. Ben Mhidi, c'était un seigneur. » L'histoire retiendra à tout jamais la légende de l'Arbi Ben Mhidi, sa dignité intacte, son courage et sa résistance marqueront à tout jamais les pages de l'histoire de notre pays. Allah yarham shuhada et bien sûr gloire et honneur aux martyrs de l'Arbi Ben Mhidi. C'est toujours émouvant de revoir son sourire, moi je dirais, n'est-ce pas, monsieur Rbah? Oui. C'est très émouvant de le voir, ce sourire qu'il a affiché constamment face à ses geôliers. Il sourit dans la mort. Il souriait dans la mort. C'est ce qui a marqué aussi ces geôliers qui se sont inclinés. Oui. Ces assassins se sont inclinés d'après la révélation il y a quelques années. Personnalité. Oui. Et il avait à peine 34 ans. Oui. Eh bien... Il a été salué avant son exécution par ses geôliers. C'est ce qui a été rapporté par les témoignages de ceux qui étaient au Sarès et ses... Enfin, on ne peut pas dire qu'il a forcé le respect parce qu'ils ne l'ont pas respecté. Ils ne l'ont pas respecté, mais à un moment donné, ils l'ont assassiné le 4 mars, peu après minuit. Sans jugement. Ils l'ont pendu. Et selon le témoignage d'Osarès qui dit nous l'avons pendu dans son livre, je n'ai pas tout dit. Maintenant, son témoignage, les historiens disent qu'il ne faut pas le prendre avec des pincettes, quoi, parce qu'à chaque fois il se contredit. Mais on sait qu'il a été assassiné et on parle aujourd'hui. Arrêté en février, il a résisté quand même à la torture. Il a été assassiné durant la nuit du 3 au 4 mars. C'est dire un petit peu l'ampleur justement de ce qu'il a pu subir. Et c'est une perte pour la Révolution. Et en 1957, à 3 ans à peine de début de l'insurrection, et on ne lit pas dans l'avenir, mais si l'Arbi Ben Mhidi était resté vivant, on aurait eu peut-être que les choses... dirigeant. Oui, parce que il a écrit, il a laissé un article. Tout à fait. Dans fin juillet, dans El Moudjahid clandestin, l'organe du FLN,
qui était édité en Algérie avant d'être édité en Tunisie, où il parle des perspectives. Oui. Et il dit le peuple s'est levé pour construire une république démocratique et sociale. Absolument. Il parle de système socialiste. Il parle de profonde réforme agraire révolutionnaire. Oui. Son article, nous pouvons le trouver à la bibliothèque. Il est cité par des historiens, oui, tout à fait. par de nombreux historiens. Et je voudrais associer... Le numéro 2, on va dire dans le numéro 2 du journal El Moudjahed, donc journal publié justement par le FLN, et c'était en fin juillet en 1956. C'est-à-dire à quelques semaines du congrès de la Soumam. Et il a pesé dans le congrès et il a présidé. Et Ben Khedda, dans son livre, il présente... disons, Abdel Ramadan et Ben Mehdi comme étant entièrement d'accord, bien sûr. Ils avaient une vision un petit peu qui convergeait. Qui convergeait, voilà, et Abdel Ramadan. Bon, Abdel Ramadan, selon Mohamed Harbi, disait, bon, nous ne parlons pas de l'Algérie indépendante, c'est notre but, c'est... l'indépendance nationale. Évidemment, c'est une étape. Sans indépendance nationale, évidemment, on ne peut pas construire une société. Absolument. Mais dans la vision de l'Arbi Ben Mehdi, ça allait au-delà de cet objectif, puisqu'il, dans cet article de 1956, il parle d'objectifs fondamentaux de notre révolution et il parle justement de l'avenir de l'Algérien. Voilà. Et c'est, bon, il faut dire qu'il est né en 1923 dans une famille d'agriculteurs aisés. Mais c'est une famille qui a connu les expropriations. Et donc, il a aussi milité dans un milieu paysan au sud de Constantine, à Biskra. Donc, il connaît le problème des expropriations. Et c'est pour cela qu'il dit une réforme agraire. C'est-à-dire redonner la terre à ceux qui la travaillaient avant et qui l'ont perdue à cause des expropriations, à cause du régime colonial. Puisque par la violence coloniale, la terre a été prise aux paysans spoliés. Et il faut dire que la société algérienne à l'époque était à 90% paysanne. Donc les revendications, c'était beaucoup plus pour la paysannerie, quoi. Et c'était la terre. L'Arbi Ben Mehdi, donc, de son milieu modeste, est passé à Alger. Il a été l'acteur, justement, il a été présent sur des étapes fondamentales de notre révolution. D'abord, la création du FLN. Il était parmi les fondateurs. Oui, mais avant, d'où vient-il ? Il a adhéré très jeune au PPA et il a connu les événements de 1945. Arrêté à l'époque. Et il a été arrêté, relâché et il a adhéré dès sa création à l'organisation spéciale du NTLD. Donc il était pour la lutte armée. Absolument. Il était de ceux qui voyaient que la seule issue pour se débarrasser du régime colonial, c'était de passer à la lutte armée, à la violence, c'est-à-dire parce qu'il y a eu la violence coloniale. En 1830, les Français sont entrés par la violence coloniale, ils sont entrés par les armes. Donc il fallait les sortir par les armes. Ce qui confirme cela, c'est sa position par rapport justement, depuis le lancement justement de la révolution armée, il occupe des postes justement stratégiques. Il quitte la Wilaya 5 pour prendre en main la branche armée. Justement, au niveau d'Alger, la zone autonome était sous sa houlette. Parce que le CCE, Comité de coordination et d'exécution, avait pris en charge particulièrement Abdel Ramadan, l'Arbi Ben Mehdi et Ben Youssef Ben Khedda avaient pris en charge la zone autonome qui a été créée
lors du congrès du 20 août 1956. Et lui, il a été chargé, en tant que membre du CCE, de superviser la branche armée, toutes les opérations militaires. Et contrairement à Ben Khadda qui, lui, avait la branche politique, c'est-à-dire les finances, la propagande et tout. Et il avait donc sous ses ordres les groupes armés dirigés par Yassef Saadi à l'époque, avant qu'il ne soit arrêté. L'organigramme, nous le retrouvons particulièrement dans le livre de Ben Youssef Ben Khadda consacré à Ben Ramadan et l'Arbi Ben Mehdi. Oui, j'ouvre juste une petite parenthèse pour vraiment souhaiter à la famille, enfin pour transmettre toutes nos condoléances à la famille justement Ben Khadda qui a tristement perdu le fils de Feu Ben Khadda également. Oui, son fils, je crois, cadet, est décédé donc lors des événements récents d'Alger. Tout à fait. Et là, si vous me permettez de parler d'un autre militant. Martyr également. Martyr, c'est Fernand Yveton. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que Fernand Yveton faisait partie d'une cellule qu'on appelle cellule des ex-combattants de la libération, c'est-à-dire l'organisation qui avait été créée par le Parti communiste algérien et qui a intégré entièrement en groupe le FLN à partir des accords en juillet 1956 avec le FLN. Et donc, ils ont été assassinés, l'Arbi Ben Mehdi et Fernand Yveton, dans la période de la grande répression qu'on appelle bataille d'Alger. Mais c'est la grande répression. Et Fernand Yveton a été guillotiné, assassiné, le 11 février 1957. Quelques jours après, l'Arbi Ben Mehdi a été arrêté parce que les historiens disent que c'est le 16 février, non pas le 23. Et donc assassiné. Ils sont... Nous devons les lier parce qu'ils avaient une même vision de l'avenir de l'Algérie. Fernand Yveton aussi rêvait d'une Algérie juste et solidaire. Et il a été formé très jeune au syndicat. Il était ouvrier tourneur à l'EGA, Sonelgaz actuellement. Et ensuite, il est passé et militant au Parti communiste algérien au moment où ce parti développait l'idée d'indépendance nationale et faisait d'énormes efforts pour intégrer le mouvement national qui était à l'époque dirigé par le parti de l'Arbi Ben Mehdi, MTLD. Et donc il avait comme chef hiérarchique l'Arbi Ben Mehdi. Tout à fait. Donc ils sont dans la même... Oui, puisqu'ils activaient aussi au sein de la zone autonome pour ce qui est de Fernand Yveton. Et la zone autonome était justement dirigée par l'Arbi Ben Mehdi à l'époque. La branche armée. La branche armée. Et parce que Fernand Yveton faisait partie d'un groupe, on appelle le groupe du champ de manœuvre. Et il a proposé, c'est lui-même qui a eu l'idée, et connaissant très bien l'usine à gaz où il travaillait, de l'Hamma, il a proposé à ce qu'on dépose une bombe dans les canalisations à un moment où il n'y avait plus d'employés pour ne pas atteindre les êtres humains, mais pour un sabotage, pour que Alger n'ait pas de lumière. Et ce projet-là, c'est pour ça qu'il faut ce projet a été accepté par l'Arbi Ben Mehdi, puisque rien ne pouvait se faire sans la hiérarchie. Tout à fait, le CCE, le comité d'exécution. Voilà, il a approuvé. Donc
C'est pour cela qu'il faut les lier. Oui, il a validé l'idée. Il a donc validé, l'idée a voilà. été lancée. C'est le terme. Voilà. Et c'est ainsi que Fernand Yveton, donc aidé par Jacqueline Guérouch, a Oui. pu acheminer cette bombe fabriquée par Talib Abdelrahman, Ouais. dont vous avez raconté Voilà. un petit peu l'histoire dans un ouvrage. Et ils étaient dans la même branche militaire, puisque dans ce cas précis, Jacqueline Guérouch a rencontré, elle le dit dans son livre Les douars et des prisons, Talib Abdelrahman, pour préciser, au niveau de l'Opéra d'Alger du TNA, et elle a remis la bombe. Il y avait 2 bombes, mais on ne va pas raconter l'histoire de la deuxième bombe. La bombe à Fernand Yveton, qu'elle a rencontré au niveau de Ravin de la femme sauvage, pour donner des points précis. Réglé Pour 19h30. Vous voyez cette chaîne humaine, c'est cette chaîne humaine qu'il veut reconstituer. L'Arbi Ben Mehdi, Talib Abdelrahman, les Guérouch, le couple Guérouch, donc qui ont été condamnés à mort. Et c'était Abdelkader Guérouch qui était le chef de la cellule issu du Parti communiste. Voilà, issu du Parti communiste. C'était donc le chef de Fernand Yveton dans l'organisation. Fernand Yveton, c'est un descendant d'immigrés européens, parce que c'était une colonie de peuplement. Et lui, avec d'autres, mais peu nombreux malheureusement, ont sauté la barrière coloniale. C'est Gilbert Meignet, l'historien, j'ai le regretté Gilbert Meignet, qui parle de barrière construite sur le racisme anti-arabe. Oui, tout à fait. À l'époque. Et il a, par la force, et il a sauté cette barrière-là. Et il était dans le camp de l'Algérie. Il était parmi les justes, parmi l'Arbi Ben Mehdi et ses pères. Voilà, parmi les justes, et on peut citer Henri Maillot, ceux qui sont morts, Raymond Péchard, qui est morte. Raymond Péchard qui a pris le relais après son décès, donc après son assassinat, oui. qui aussi s'est lancé complètement dans la lutte oui, armée. vous avez bien fait de le dire que Raymond Péchard, c'est un peu parce qu'elle a appris. D'ailleurs, elle avait été recherchée parce qu'on pas cherché la femme blonde. Jacqueline Guérouch, c'était elle finalement qui avait remis la bombe, mais il pensait que c'était Raymond Péchard. Et Raymond Péchard, effectivement, il y a beaucoup de cela dans son intégration, son arrivée au maquis de la Soumam. Et elle est morte les armes à la main le 26 novembre 1957, quelques mois après. Quelques jours avant le décès de l'Arbi Ben Mehdi, en novembre 1957, quelques mois après. Quelques mois après. Oui, oui. Et courageusement, et elle a affronté ces assassins, des militaires. Et malheureusement, il y avait des militaires, malheureusement entre guillemets, des soldats du contingent, c'est-à-dire de son âge. Et les soldats du contingent, c'était aussi de la même, comme en qualité, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, c'était des gens modestes. Et bon, ils se sont trouvés en face à des jeunes de leur âge qui avaient l'idéal, un idéal noble, c'est la lutte pour l'indépendance, la lutte pour abolir ce régime colonial, exploiteur, raciste. C'est le colonialisme et le racisme sont extrêmement liés, et particulièrement en Algérie, le racisme anti-arabe, et qui remonte à très loin, ce racisme. Certains historiens parlent des croisades aussi. Dans la colonie de peuplement, les pieds noirs pieds noirs, c'est le nom qui a été après, étaient fortement imprégnés par l'idéologie
coloniale, l'idéologie raciste. Et c'était à l'école, même au biberon. Il y avait des femmes qui disaient, quand leurs enfants faisaient des bêtises ou pleuraient, attention, arrête-toi, je vais appeler l'arabe. Donc déjà la peur, ce qui caractérisait la société européenne, c'était la peur de l'arabe, la peur du nombre. Et c'est cette peur-là qui les a habités jusqu'en 1962. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et l'on continuera d'évoquer le nom de l'Arabi Ben Mehdi. Plusieurs institutions, plusieurs édifices portent le nom de ce martyr ô combien justement respecté par les Algériens, Allah yarhamou. Fernand Yveton aussi fait partie de ces militants de la première heure qui ont vraiment fait le sacrifice et il a donné sa vie d'une Algérie meilleure, d'une Algérie libre et indépendante. Donc merci Monsieur Mohamed Rabbah de nous avoir permis de revenir sur le parcours, ou plutôt justement la participation de ces valeureux héros de notre révolution. Merci, merci. Je vous laisse quand même un dernier mot par rapport à l'Arabi Ben Mehdi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Si vous deviez le rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, je pense à son article. Oui. Il a écrit. Il est un des... je ne peux pas dire des rares, mais il a écrit en tant que dirigeant. Il a laissé un article qui concerne l'avenir de l'Algérie. Et c'est un testament. Et c'est cet article-là qu'il ne faut pas... Il faut le lire et l'étudier et à l'école, à l'université. On risque de l'oublier, parce que si on oublie de lire l'article, eh bien on oublie l'Arabi Ben Mehdi, parce que c'est lié. C'est vrai. Effectivement, donc lui qui répondait si bien aussi au micro des journalistes à l'époque où on l'avait interviewé à l'époque de son arrestation, et ça a marqué également les esprits. Donc on retiendra encore cette phrase phare qui disait « Donnez-nous vos couffins, donnez-nous vos bombes et nous vous donnerons nos couffins ». Oui, parce que les premières bombes qui ont été larguées sur les Aurès, la première bombe, il ne faut pas oublier que la rue de Thèbes, donc ce sont les terroristes français, coloniaux, qui ont commencé par terrorisme la bombe. Et il fallait répondre par, peut-être à l'époque, bon, c'est pas moi qui le dis, mais à l'époque, il disait il fallait répondre par la même intensité. Bombe. Et c'est comme ça que Talib Abdelrahman a été sollicité pour fabriquer des bombes. Très bien. Donc encore une fois, vraiment honneur à tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous ont permis justement de recouvrir notre dignité et qui nous fait vivre aujourd'hui. Voilà, qui étaient les fidaïs donc de la première heure. Et il y a de nombreux étudiants, de nombreuses et la dernière fois, c'est le dernier mot, dans l'Algérie coloniale, l'espérance de vie était de 48 ans. Et aujourd'hui, elle est de 74 ans. Et ça, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mohamed Rabbah. Nous allons tout de suite retrouver notre dernière invitée sur cette matinale. Donc, elle est déjà en coulisses, elle nous attend, mais ce sera juste après ceci.
une petite oxygénation justement au bord du lac Daya, ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien aussi de retrouver notre invitée, Rachida Ben Mansour Adnan, bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes directrice du groupe scolaire Les Glycines, c'est bien cela? On va présenter le groupe dans un petit moment, mais on va rappeler un peu le prétexte qui vous a amené sur ce plateau. Il s'agit donc de la 6e édition du Forum des métiers et de l'orientation, à l'initiative justement de ce groupe scolaire que vous dirigez, c'est bien cela? C'est bien cela. Bienvenue. Merci beaucoup à vous de m'accueillir aujourd'hui. Voilà, c'est avec plaisir que je reviens donc présenter cet événement que nous faisons depuis 6 ans. Le groupe scolaire privé Les Glycines existe depuis 1999. Il est fort de ses 9 écoles maintenant, avec cette année l'ouverture d'une école spécialisée pour les enfants porteurs de trisomie et les enfants autistes. Très bien. Et le but de cette initiative, c'est vraiment d'apporter un éclairage nouveau pour l'orientation scolaire des élèves. L'orientation scolaire est vraiment au cœur de cet événement. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas tous la chance d'accéder à des études supérieures par la suite, donc d'où la nécessité, ou peut-être même ceux qui aspirent justement à des études supérieures peuvent avoir un petit peu l'embarras du choix. Donc c'est une manière un petit peu de les aiguiller, je pense. Alors complètement, en tant qu'école privée, mais même en tant qu'école publique, on se doit dans l'éducation d'orienter au mieux les élèves pour construire leur avenir. Et ce qui manque, un des maillons faible du système éducatif algérien, c'est un dysfonctionnement au niveau de l'orientation. Construire son avenir, construire son parcours de réussite se prépare bien avant, très tôt. Or actuellement, malgré les orientations de Madame la Ministre qui préconise de valoriser ce secteur-là, ce point-là à partir du moyen, à partir du cycle du moyen, les efforts ne sont pas assez conséquents. Nous regardons encore l'orientation scolaire comme une procédure, une suite de procédures administratives, des fiches à remplir, des vœux à formuler, et souvent ça vient à l'issue de la 4e année moyenne, pendant la 4e année moyenne, avec des fiches à remplir, et une orientation très stricte pour la première AS, où nous sommes en tronc commun scientifique, où nous sommes en tronc commun lettres. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que les élèves à cette étape, souvent ne comprennent pas un petit peu tout ça. Tout à fait. Ils vont avoir des fiches, comme vous le dites, c'est très anonyme tout ça. Par contre, anonyme, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on a un feedback, lorsqu'on échange avec des connaisseurs ou des opérateurs justement de tel ou tel secteur, on peut aboutir justement à une réflexion, à un rêve. Tout à fait. Alors souvent les élèves justement arrivent tardivement vers cette réflexion-là parce que soit c'est au niveau de la 4e année moyenne, soit c'est une fois l'obtention du bac. C'est-à-dire que juste avant, ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas construit les étapes de ce projet personnel. Et souvent, la période qu'il y a entre l'obtention du bac et l'inscription aux universités, elle est très courte. Donc très rapidement, il faut bouger pour faire des inscriptions rapidement. Parfois, on choisit une filière par défaut et on voit bien les difficultés que l'on a à mener les élèves à la réussite lorsqu'ils sont mal orientés. Ce que l'école privée préconise, et notamment même l'association des écoles privées dont je suis vice-présidente, c'est une éducation au choix précoce. C'est-à-dire que dès les classes du primaire, on devrait inciter les enfants à réfléchir, à s'informer et donc de disposer, bien sûr, d'une palette d'outils d'information que l'école privée comme l'école publique, qui est au service de l'éducation, au service du citoyen, doit offrir à ces jeunes. Or, c'est ce qui manque. On peut être, par exemple, bon en lettres et se retrouver dans une branche scientifique. Oui, ou alors le contraire. Si on avait peut-être idée d'un aboutissement quelconque, on choisirait peut-être d'être en lettres plutôt que d'être en sciences ou en maths. Tout à fait. Alors, on voit bien la rigidité du système. C'est-à-dire que c'est toujours, encore une fois, le système des notes, donc l'évaluation sommative, qui prime sur le bien-être et l'épanouissement des enfants. Et c'est là un de nos maillons faibles. L'épanouissement de l'enfant, le choix, l'éducation au choix devrait être enseigné dans les programmes depuis le primaire, pour inciter les enfants à réfléchir à leur avenir et à choisir ce qui est le mieux pour répondre à leurs compétences selon leurs aptitudes
aptitudes et selon leurs vœux, et non pas ceux de la société ou des parents. Hein, donc construire tout cela, on en est encore loin, mais ça vient, c'est-à-dire de pouvoir informer au maximum, c'est le but du forum que nous organisons depuis 6 ans, c'est de pouvoir informer le mieux qu'on peut par l'approche avec les instituts, par l'approche avec les universités, j'allais vous poser la question. On va décortiquer un peu plus ce rendez-vous annuel donc, que vous avez initié en 2014. Donc, il s'adresse à qui exactement et de quelle manière allez-vous opérer? Qui sont les partenaires que vous allez réunir autour de ces tables? Alors, chaque année, nous essayons d'améliorer notre système de cette rencontre qui est annuelle en invitant les principaux partenaires de l'éducation nationale. Bien entendu, le ministère de l'Éducation, mais aussi la formation professionnelle, puisque c'est là aussi un grand enjeu du système éducatif, c'est qu'il y a aussi des enfants qui peuvent être orientés vers la formation professionnelle et une formation professionnelle riche, apte à répondre aux métiers d'aujourd'hui et de demain surtout. Voilà, donc nous avons des partenaires qui sont les instituts, je peux vous en citer les plus importants, bien entendu, les grandes universités comme l'USTHB, les écoles normales supérieures dans les différents domaines, les écoles de management, les écoles polytechniques, l'EST d'informatique, l'école polytechnique de sciences et de technologie, les ENS d'éducation, l'école des beaux-arts, l'école des banques, l'école de tourisme, l'IMA, l'ENSIM, les instituts privés comme les instituts publics, l'ECHRA, tout ce qui est en rapport avec le domaine des énergies renouvelables, tout ce qui est en rapport avec les nouveaux métiers du tourisme et de l'hôtellerie, puisque c'est un enjeu de notre pays, mais aussi les grands partenaires comme la Sûreté nationale, le ministère de la Défense, la Protection civile, qui accompagnent également cet événement dans leur présence, dans la présentation des différents corps de métiers. Il y a également des ateliers qui sont organisés. De quelle manière? C'est par le biais de conférences? Oui. Comment ça va être? Alors, il y a beaucoup d'animations. L'année dernière, il y a eu plus de 60 intervenants. Donc, un petit peu moins, c'est déjà beaucoup d'en avoir 40 ou 50 parce que chacun intervient à sa manière. Donc, soit sous forme d'atelier, soit sous forme de présentation de métiers avec des personnes référentes, soit sous forme de mini-conférences. Et il y a des vidéos aussi qui sont transmises. Ce sont des stands qui accueillent le public, donc c'est destiné à tous les collégiens et à tous les lycéens, qu'ils soient dans les écoles privées ou publiques, il n'y a pas de différence, c'est la construction du même avenir citoyen que nous travaillons. Donc avec un accès libre, un accès libre au grand public, les parents d'élèves, les gens du métier, les gens de l'éducation, les inspecteurs, etc. Moi, je tiens à souligner le rôle des conseillers d'orientation. C'est un métier extrêmement intéressant, mais qui, malheureusement, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que nous manquons de conseillers d'orientation qui viennent dans les écoles. Alors souvent, ils sont confinés dans leur bureau. Donc très peu de contact avec la population, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années. Il y a une espèce d'ouverture au public. Mais il faut davantage de rapprochement. Donc là, c'est une plateforme qui va donner l'occasion justement d'un échange avec les parents, avec les élèves. Et puis les parents, souvent, reproduisent quelque part leurs vœux, leur frustration, ce qu'ils ont souhaité faire sur leur enfant, sans tenir compte parfois de leur bien-être, de leurs compétences et de leurs aptitudes. On est toujours dans ce cliché, je veux que mon enfant fasse médecine, je veux que mon enfant fasse du droit, et puis on oublie tous les autres métiers ou les autres filières où l'élève peut s'épanouir. Parfois on oublie les capacités de son enfant, on oublie les vraies capacités. Complètement. Alors il y a une prise de conscience. Il y a une aptitude quand même. Oui. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de la part des familles. Maintenant les familles, en tout cas celles que nous croisons, souhaitent beaucoup plus l'épanouissement de leur enfant. Ils veulent qu'il se réalise. Ce que je dis, c'est qu'il manque deux choses essentielles au système éducatif, si je peux me permettre. C'est l'éducation au choix de manière précoce, c'est-à-dire que dans toutes les disciplines, en interdisciplinarité, on devrait apprendre aux élèves à choisir. Et choisir, c'est renoncer. Donc ne pas être dans la politique de l'enfant roi, où on lui accorde tout dès le début, mais au contraire, lui expliquer que ses choix vont déterminer son parcours intellectuel. Si votre enfant a envie de devenir artiste, mesdames, messieurs, ne le brimez pas. Tout à fait. Laissez-le devenir artiste. Et j'en ai vu des cas similaires. J'en ai vu dans mon entourage des parents qui ont poussé leur enfant à
éviter l'école des beaux-arts et aller plutôt vers une branche scientifique ou faire du management, quelque chose qu'ils n'ont pas apprécié. Voilà, par défaut. Un choix par défaut ne peut mener qu'au décrochage ou à être malheureux, tout simplement. Alors, lutter contre le décrochage est un de nos objectifs aussi, en motivant les élèves, en leur présentant tous les choix possibles qui s'offrent à eux. Et cette information n'arrive pas jusqu'à l'élève. Et il peut y avoir un salon de l'étudiant, il peut y avoir des initiatives réalisées par le secteur public, mais ce n'est pas suffisamment près des élèves. Or, le fait d'organiser dans une école et de laisser la porte ouverte à tout public pour venir se renseigner, c'est, je pense, un acte de solidarité à construire cet avenir pour les jeunes, et on essaye modestement, avec nos moyens, de contribuer à cet élan-là. En tout cas, justement, pour permettre cet échange, il faudrait quand même qu'on donne l'adresse qui va abriter cette rencontre. On ne l'a pas citée depuis le début de notre conversation, donc il s'agit donc de Cheraga. On peut être plus précis, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, ça a lieu dans notre lycée. C'est un grand espace de 5000 m². Donc, il est situé au niveau de, pas très loin du centre commercial El Quds, dans une ruelle, la première ruelle à droite, quand on est au niveau du rond-point de Cheraga. Ça s'appelle le lycée de Cheraga? Le lycée des Glycines. Ah, voilà, le lycée des Glycines, voilà. C'est le nom de mon établissement, tout à fait. C'est juste pour orienter. Ce sera le 12 mars. Le 12 mars, à partir de quelle heure? À partir de 9h jusqu'à 14h, 15h, les gens sont les bienvenus. La journée complète. Tout à fait, les groupes d'élèves, les parents qui se posent des questions, les enseignants, toute personne qui souhaite contribuer à cette construction du parcours de l'élève. Voilà. Merci infiniment. Merci Rachida Ben Mansour Adnen, directrice du groupe scolaire Les Glycines, qui intervenait, mesdames, messieurs, ce matin à l'occasion de la tenue de la 6e édition du Forum des métiers et de l'orientation, mardi 12 mars, lycée de Cheraga. Vous avez toutes les informations. Vous n'avez plus qu'à programmer justement cette journée pour vos enfants et vous-même pour plus d'informations sur leur avenir. Merci encore une fois et merci à ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous retrouve dès demain matin, 8h, 9h30, ne l'oubliez pas, c'est le créneau horaire de Bonjour d'Algérie. D'ici là, passez une excellente journée.